Voilà, alors donc pour pratiquer donc les concepts fondamentaux que nous venons de voir, donc nous allons voir un exemple d'application très basique mais très important pour comprendre cette problématique du web service de base. Alors on va créer un web service qui permet de convertir un montant de l'euro en dirham, qui permet de consulter un compte et consulter une liste de comptes. C'est-à-dire on va reprendre le même exemple dont je viens de vous parler. Ensuite, donc ça c'est en premier lieu, donc on va créer d'abord le web service en utilisant JAX WS. Alors ensuite, on va déployer ce web service là en deuxième lieu. On va le déployer dans un simple serveur JAX WS. Donc ça veut dire on ne va pas utiliser un serveur web comme Tomcat ou bien un conteneur web comme Tomcat, mais on va créer un simple serveur Java. Et vous allez voir que avec 2 lignes de code, on peut mettre en place un petit serveur web, un petit serveur JAX WS. Alors, une fois que nous démarrons donc le serveur, on va lancer, donc ça c'est 1, 2, 3, on va lancer notre navigateur pour consulter et pour analyser le WSDL. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le WSDL, qu'est-ce qui est en fait les concepts qui sont implémentés au niveau du WSDL, on va le voir. En fait, vous allez voir d'ailleurs que le WSDL il est généré automatiquement par le serveur. Alors ça c'est dans la majorité des cas, mais nous allons voir également il y a ce qu'on appelle il y a en fait le reverse engineering, c'est-à-dire plutôt parfois pour créer un web service, il y a deux manières de faire. Soit vous créez le web service et vous laissez le serveur générer le WSDL, ou bien l'inverse. Je crée le WSDL et après par la suite, à partir des WSDL, je vais générer la structure du web service. Alors, en fait, il y a toujours des techniques comme ça. Alors, une fois que nous testons, nous analysons donc le WSDL, nous allons voir comment tester un web service en utilisant un outil qui s'appelle SoapUI. En fait, SoapUI, c'est un outil qui est très utilisé par les entreprises pour tester aussi bien les web services basés sur SOAP que REST. Donc c'est un outil qu'il faut avoir, il est open source, il est gratuit, vous pouvez utiliser, sachant qu'on peut utiliser d'autres outils comme Oxygen. Je crois que vous avez déjà fait un cours sur la technologie XML et forcément vous avez déjà utilisé un éditeur XML comme Oxygen, vous pouvez l'utiliser également. Alors en cinquième lieu, on va créer un client Java en utilisant un proxy SOAP. Nous allons voir comment le faire. Ensuite, on va créer un client .NET avec un proxy SOAP. Et après, on va créer un client PHP. C'est-à-dire, on va créer un script PHP qui va être déployé dans un serveur web. Et après, par la suite, un client browser web plutôt envoie une requête HTTP vers le script PHP. Alors, d'habitude, dans les scripts PHP que vous créez, souvent, vous connectez vers une base de données pour retourner du HTML. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que j'envoie la requête, le script va faire le traitement, mais pour faire le traitement lui-même, il va se connecter. Ici, donc, c'est toujours le protocole SOAP qui est utilisé ici. Je vais quand même... Voilà. Alors ici, donc, en fait, le script lui-même, il va envoyer une requête SOAP vers le web service, il récupère des résultats, et ces résultats-là, il va les envoyer au client en format HTML. Alors ça veut dire ici donc vous avez plutôt le script qui fait appel à des services distants, le cas du web service. Et à la fin de la démo, donc je vais vous montrer comment déployer un web service dans un projet Spring Boot. Parce que dans un premier temps, on va créer un simple projet Java. Après, on va utiliser un projet Spring Boot. Comme ça, on peut utiliser une base de données, on peut utiliser GPA et tout ce que vous savez faire dans J2E avec Spring. Donc on peut voir comment faire l'intégration du web service plutôt de JAX WS avec Spring. Voilà, alors ici donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai une version de Eclipse qui est lancée. Alors je vais créer un simple projet Java dans un premier temps. On peut créer un projet Maven, un projet Spring, etc. Bon, dans un premier temps, un simple projet Java que je vais appeler TP Web Service. Alors j'utilise Java 8. Alors c'est très important, en fait c'est très important de savoir une chose, c'est que à partir de Java 8, à partir de Java 9, il y a beaucoup de modifications qui se font dans Java
Et parmi les choses, si vous travaillez avec plutôt si vous utilisez par exemple Java 9, c'est un peu déconseillé, donc je préfère que vous gardez votre travail avec Java 8. Mais si vous utilisez Java 9, sachez que par exemple Jax Binding ne fait pas partie de Java 9, c'est-à-dire il ne fait pas partie de Java. Ça veut dire il faut l'ajouter comme dépendance si vous voulez que votre application puisse fonctionner. Alors que ce n'est pas le cas dans Java 6, Java 7, Java 8, donc, où JAXB donc, fait partie intégrante de Java. Mais après Java 9, 10, il faut oublier. Après, à la rigueur, vous pouvez sauter vers la version 11 ou bien la version 13. Mais si vous voulez faire ce TP-là, c'est-à-dire si vous voulez faire ce TP-là d'une manière très simple et se concentrer plus sur les aspects, les concepts fondamentaux du web service, plus que de passer du temps à chercher pourquoi la notation web service n'est pas là ou des choses comme ça. Donc je vous recommande d'installer Java 8 et de spécifier donc d'utiliser Java 8 pour cette application-là. Alors le projet créé. Alors si vous avez déjà créé un projet avec par exemple dans lequel vous utilisez déjà Java 11 ou bien Java 13 et que vous avez installé Java 8 par la suite, ce que vous allez faire, donc je vous rappelle, c'est dans les préférences, vous pouvez aller vers Java, install GRE et ici donc vous trouverez, donc vous pouvez ajouter un GDK par exemple si vous avez installé par exemple Java 8 et vous pouvez le chercher dans voilà, dans Programme, Java. Alors ici, vous voyez donc, je travaille que avec Java 8 pour le moment. Ici, vous le sélectionnez, OK, et après vous le cochez. Une fois que vous l'avez coché, il faut afficher les propriétés de votre projet. Et vous dites tout simplement Java Build Path. Et dans les librairies, vous allez utiliser donc ici GRE System Library Edit et vous pouvez spécifier ici voilà alternative GRE. Bon, si c'était par exemple Java 11 ou Java 13, vous pouvez utiliser Java 8, celui que vous avez sélectionné en tout cas. C'est-à-dire, sinon vous mettez donc, c'est-à-dire celui qui est sélectionné c'est-à-dire dans l'espace de configuration. Alors ça, bon, ça c'est juste pour je vous montre ça parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à faire ce TP-là et après, ils ne font pas attention à cette version de Java et tout ça. Donc à un moment donné, ils cherchent les annotations web service et tout ça qui ne marchent pas. Mais bah, c'est juste pour vous dire qu'il faut faire attention juste si vous avez la bonne version de Java dans votre machine. Alors maintenant, si vous voulez rester dans les autres versions, ben, vous regardez et il faut ajouter d'autres librairies notamment pour que ça puisse fonctionner. Voilà, alors, donc une fois que je crée le projet Java, je vais commencer par créer le web service. Alors, le web service, c'est tout simplement créer une classe. Je vais créer une classe que je vais appeler banque service. Je vais la mettre dans le package WS. Alors, dans ce web service, je vais créer trois méthodes. Une méthode qui permet de convertir un montant de l'euro en dirham. Je lui donne un montant MT, par exemple en dirham, il va retourner le montant multiplié par 11 par exemple, pour dire que 1 euro égale, voilà, égale 1 euro c'est 11 dirhams. C'est juste un petit exemple. J'ai une méthode qui permet de consulter un compte. La méthode s'appelle, je vais l'appeler getCompte. Alors, donc, il reçoit un code. Ici, donc, la méthode va retourner un compte. Alors maintenant, un compte, c'est un objet métier qu'il faut créer. Alors, je vais créer la classe compte. Je peux la mettre dans le package. Normalement, c'est un objet métier ici. Bon, un compte, il définit pas son ID. Par exemple, le code. Par le solde, qui est de type date. Par la date de création de type date. Java.util.date.
Bon, après, donc, je génère les getters et setters et tout ça. Ici, donc, j'utilise pas l'unbox. Donc, je vais générer les getters et setters. Je génère un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Bref, bon, simple classe. Un Java Bean. Alors, donc, une fois que vous créez la classe count, je reviens vers le web service pour le compléter. Alors la méthode getCount va retourner return un count. Je vais créer un objet count avec un code égal à 1, avec un solde aléatoire, mat random multiplié par 9000, et avec une date création, je vais utiliser la date système, new date. En fait, si le traitement ne nous intéresse pas trop ici. Voilà. L'essentiel, je retourne un compte, mais en réalité, le web service, il fait appel à la couche DAO pour accéder à la base de données, récupérer en fait le compte et après il va le retourner. Mais ici, c'est pas le cas. Alors la même chose, donc j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner une liste de comptes pour voir le cas d'une liste d'objets. Liste compte. Alors je vais créer une liste de type ArrayList et je vais ajouter quelques comptes à cette liste. Et j'ajoute le compte. Un objet compte, CTRL-C, CTRL-V. Alors j'ai un compte avec le code égal à 1. Alors ici je ne vais pas mettre 1, je vais mettre le code. C'est-à-dire je vais retourner un compte avec le même code qui est reçu comme paramètre. Là je vais mettre 1, ainsi de suite. Je vais ajouter deux autres comptes, 2, 3, voilà. Et je vais retourner la liste des comptes. Donc return cette liste-là qui contient des comptes. Alors, comme vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a rien de spécial. En fait, un web service, c'est une classe, une classe Java que vous pouvez appeler comme vous voulez. Les méthodes, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Bon, il n'y a pas d'exigence particulière. Alors, généralement, ce genre de classe libre que vous pouvez appeler comme vous voulez, c'est ce qu'on appelle un POJO. Alors, POJO, ça veut dire Plain Old Java Object. Bon, ça, c'est juste un terme qui est utilisé. POJO. Alors, POJO, c'est un objet, une classe, c'est-à-dire que dans laquelle vous n'êtes pas obligé de respecter un format spécifique. Donc vous l'appelez comme vous voulez, vous respectez juste les conventions, les méthodes vous les appelez comme vous voulez, etc. Les paramètres pareil, etc. Alors par exemple, servlet, c'est pas un POJO. Pourquoi? Parce que servlet, ça c'est old. Alors, servlet, c'est pas un POJO. Pourquoi? Parce qu'un servlet, on est obligé d'hériter de la classe HTTP servlet. On va redéfinir les méthodes de get, de post. Donc, c'est pas un POJO. Alors que donc ici, un web service, c'est un simple POJO. Mais pour que ce soit un web service, ben, on va utiliser la notation web service de JAX WS. Alors, pour spécifier le nom du web service, on peut utiliser service name. Je vais l'appeler par exemple banque WS. Et après, chaque méthode. Alors sinon, si vous ne mettez pas service name, par défaut, il va prendre le même nom que la classe. Ensuite, on va utiliser, pour chaque méthode, on va utiliser web méthode. La même chose, si vous voulez attribuer un nom différent à la méthode, vous pouvez utiliser l'attribut operation name. Par exemple, ici, je vais l'appeler conversion euro to dirham. Alors, la même chose, si on ne spécifie pas la notation, plutôt le paramètre operation name, par défaut, il va prendre le même nom que l'opération. Alors, la même chose pour les paramètres. Je vais utiliser web param.
pour attribuer un nom au paramètre. Alors name égale montant. Voilà, alors donc ici, c'est-à-dire, sauf que pour les paramètres, il faut faire attention parce que si vous n'utilisez pas la notation web param, alors par défaut, les paramètres, il les nomme arg0, arg1, ça veut dire qu'il ne va pas garder les mêmes noms des paramètres que vous spécifiez. Ça, vous devrez le savoir, c'est que dans Java, par défaut, quand vous compilez avec Java, il génère le bytecode. Alors dans le bytecode, il va garder le nom de la classe. Il garde le nom des méthodes, mais il ne garde pas les noms des paramètres. C'est-à-dire, si vous regardez le bytecode généralement des classes que vous créez, par défaut dans les paramètres, il les appelle arg0, arg1 en fonction du nombre d'arguments. C'est la raison pour laquelle, si vous n'utilisez pas la notation webParam, alors par défaut dans le WSDL, vous allez voir que le paramètre, il va l'appeler arg0 et non pas mt. Voilà. Mais il faut juste savoir une chose, par exemple, à moins si vous voulez compiler avec, à moins si vous demandez au compilateur de garder dans le bytecode le nom des paramètres. Alors pour cela, comment on le fait généralement? Dans les propriétés de votre projet, il y a le compilateur, Java Compiler, et après vous trouverez dans les options, vous trouverez cette option-là, Store Information About Method Parameters. Donc ici, si vous la cochez, ça veut dire que vous demandez, si vous la cochez, c'est comme si vous demandez en quelque sorte au compilateur, quand il compile, de garder dans le bytecode également le nom sur les paramètres. Mais c'est donc pas important. Donc on va utiliser donc webparam. Alors la même chose ici, donc je vais utiliser la notation webMethod. Alors si je ne spécifie pas operation name, par défaut c'est getCount. Le paramètre web param. Alors ici, donc, si vous mettez rien, ça va passer, mais sauf qu'à un moment donné, on va voir qu'il va l'appeler arg0. Ici, la même chose, web méthode. Alors voilà, donc ça, c'est les annotations que vous pouvez ajouter pour dire que ça, c'est un web service. Alors maintenant, une fois que nous avons créé le web service, maintenant il faut le déployer. Alors du moment que nous sommes dans une application Java classique, on va créer un serveur JAX-WS. C'est une classe que je vais appeler serveur JAX-WS. Je le mets dans un package par défaut par exemple, peu importe. Alors mon serveur JAX-WS, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, tout simplement, pour publier un web service, pour démarrer un web serveur, plutôt un serveur JAX-WS, on va utiliser une classe qui s'appelle endpoint, qui fait partie de JAX-WS.publish. C'est tout. Alors publish, il suffit de spécifier l'adresse, parce que publish, qu'est-ce qu'il fait? Il va démarrer un serveur HTTP. Il va démarrer un serveur HTTP en local, qui est accessible. Alors je vais utiliser ici localhost. Le port, je peux choisir le port que je veux, par exemple 8686 /. Ça veut dire que vous demandez à Endpoint de démarrer un petit serveur web qui utilise le port 8686, qui n'est accessible qu'en localhost, ici. Et le web service, c'est quoi? C'est new bank service, c'est-à-dire c'est l'instance de la classe que vous avez créée. Alors vous voyez, donc c'est comme ça qu'on va publier un web service d'une manière très simple. Vous désactivez votre microphone s'il vous plaît. Alors pour ne pas faire ça, donc je vais juste définir une variable que je vais appeler URL égale, je prends cette adresse là, CTRL X, je la mets ici. Et là, je mets l'URL, c'est la même chose. Là, j'affiche l'URL du web service. Donc, web service déployé. Sur cette URL. Alors, quand vous mettez localhost, ça veut dire que votre web service n'est accessible qu'en localhost.
Alors, ce qui est pas normal, parce que quand on crée un web service, normalement, il devrait être accessible à distance. C'est-à-dire une autre application qui va le consommer. Alors, pour cela, vous pouvez mettre soit l'adresse IP de votre machine, là où il est déployé, ou tout simplement, vous mettez 0.0.0. Et dans ce cas-là, il est accessible depuis n'importe quelle interface. Et dans ce cas-là, même si vous avez plusieurs adresses IP, plusieurs cartes réseau dans votre machine, donc on peut accéder à votre web service à partir de n'importe quelle adresse IP de l'une des interfaces de votre machine. Bon, ça c'est... Voilà. Ça va marcher également. Alors, on va tester maintenant. Nous avons créé maintenant, nous avons fait les deux cas. Les deux... Voilà, nous avons créé donc le web service et nous l'avons déployé. Nous l'avons déployé avec un serveur JAX-WS. Alors maintenant, on va tester ce web service. Ça veut dire qu'on va démarrer le serveur. Donc, comme c'est une application Java, donc je vais utiliser Run Java Application. Alors, si tout se passe bien, donc vous voyez donc ici, il vous affiche le message web service déployé. Alors, mais parfois il y a des exceptions. Si votre web service ne respecte pas des normes, parmi les choses, par exemple, si vous avez deux méthodes qui portent le même nom, ça il faut noter. Par exemple, ici vous avez oublié, vous mettez getCount avec S, et là vous mettez getCount avec S également. Même s'il y a la signature différente, alors en fait JAX-WS, ça marche pas, parce qu'en fait dans les schémas XML, on ne peut pas avoir plusieurs opérations qui ont le même nom. Donc ça, il n'accepte pas. Donc il faut juste faire attention à ce que les méthodes, de ne pas avoir plusieurs méthodes qui ont le même nom. Mais également, il faut respecter quelques normes de base. C'est tout. Mais sinon, en principe, il n'y a pas de problème. Il est démarré. Alors, du moment qu'il est démarré, maintenant nous allons lancer un navigateur pour voir le WSDL. Alors, je suis dans une autre machine, donc je vais juste utiliser localhost 8686, je crois, c'est ça. Alors, 8686 / le nom du web service, banque WS, et vous ajoutez point d'interrogation WSDL. Alors, le fait d'envoyer une requête avec get vers un serveur qui déploie le web service, un serveur JAX-WS, et vous lui demandez point d'interrogation WSDL, ça veut dire que vous demandez au serveur, donne-moi le WSDL. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Il va vous retourner le WSDL. Alors, quand vous voyez donc le WSDL qui est généré, c'est quoi? C'est un document XML, vous voyez, donc il contient pas mal de choses, qui contient l'interface du web service. Ça veut dire que dans le WSDL, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver donc quelles sont les différentes méthodes. Et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Bon, c'est ce qu'on peut voir ici. Alors, d'abord, dans le WSDL, il y a un élément qui s'appelle portType. Ça, c'est le nom de l'interface du web service. Ici, vous avez Operation. Il y a plusieurs opérations. Il y a une opération qui s'appelle conversion euro-dirham. Alors, vous voyez, même ici, nous avons gardé un espace, ce qui forcément, c'est pas une bonne pratique. Donc, utiliser des noms dans le... Parce que là, je crois que ici, voilà, le fait de laisser là, bon, il le garde, il n'y a pas de problème, mais généralement, c'est à éviter. Alors, ce qui fait que donc, je vais supprimer cet espace-là. J'enregistre. J'arrête le serveur. Je l'arrête. Le seul moyen pour l'arrêter pour le moment, c'est comme ça. Et je le redémarre. Et comme ça, si je demande à nouveau donc, le WSDL actualisé, il va me donner le WSDL. Alors, comme vous voyez donc ici, donc, dans portType, j'ai opération. Le nom de l'opération, c'est conversion euro-dirham. Input, output. L'opération listCount, input, output. GetCount, vous avez input, output. Alors maintenant, chaque input, par exemple ici input, il fait référence à un message qui s'appelle conversion euro-dirham. Alors c'est pour cela que juste avant cette interface-là, vous trouverez des messages. Alors ici, donc combien de messages que vous allez trouver généralement dans le WSDL? Vous allez trouver autant de fois le nombre de méthodes.
Alors, pour chaque méthode, vous avez un message en input et un message en output. Par exemple, vous trouverez un message conversion euro-dirham et vous trouverez un message conversion euro-dirham response. Et par exemple, pour conversion euro-dirham, normalement, les paramètres qui sont transmis, et on fait référence à un élément qui s'appelle conversion euro-dirham, qui se trouve où? Qui se trouve dans le schéma XML. Alors maintenant, où se trouve le schéma XML? Alors vous voyez ici dans un WSDL, le premier élément qui se trouve dans le WSDL, c'est types. Alors en fait, dans types, c'est les types de données. Alors en fait, dans types, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le schéma XML. Alors ce schéma-là est XSD schema. Alors maintenant, ce schéma-là, il se trouve dans une adresse que vous trouverez ici, CTRL-C. Alors si vous prenez cette adresse-là, vous la consultez, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver le schéma XML utilisé par le WSDL. Alors vous voyez donc le schéma XML, il déclare un type par exemple conversion euro-dirham, c'est un élément conversion euro-dirham qui contient une séquence d'éléments. C'est quoi la conversion euro-dirham? Il reçoit un paramètre qui s'appelle montant, qui est de type double. Conversion euro-dirham response, il fait référence à un élément qui s'appelle return, qui est de type double. Get count, il reçoit un paramètre, vous voyez donc, qui s'appelle arg0. Alors pourquoi il l'a appelé arg0? Parce que tout simplement, moi dans mon web service, je n'ai pas utilisé la notation webparam ici. Vous voyez, ici donc la notation webparam, je ne l'ai pas utilisée. Si j'avais utilisé webparam, donc si vous n'utilisez pas webparam, comme je viens de vous dire tout à l'heure, par défaut, les paramètres, ils les appellent arg0, arg1 en fonction des cas. Alors ici donc le paramètre name. Ici je l'appelle code. Webparam. Vous voyez donc la même chose. Il va falloir redémarrer. C'est-à-dire stopper et redémarrer. Ça c'est avec ce bouton là, donc je stoppe et je démarre, sinon je l'arrête et je le démarre. Alors si je consulte à nouveau donc c'est-à-dire le schéma XML, donc vous voyez ici getCount, il reçoit bien un paramètre qui s'appelle count qui est de type int. La méthode getCount response, il retourne un élément return qui est de type count. C'est quoi un count? Vous voyez donc un count, c'est un complex type, c'est un type complexe qui s'appelle count. C'est une structure de données qui contient une séquence d'éléments fixes, le code qui est de type int, la date de création de type datetime et le solde qui est de type double. List count, donc vous voyez il n'y a pas de paramètres en entrée, donc une séquence qui est vide. Et list count response, il va retourner une liste de type count. Vous voyez donc min occurs c'est 0, c'est-à-dire il y a minimum 0 count. Maximum, c'est un bounded, c'est-à-dire plusieurs comptes. Alors, vous voyez, donc ça, c'est le WSDL. Donc, en résumé, en fait, le WSDL, vous voyez bien, donc, il a été généré par le serveur à la demande du client. Mais maintenant, ce WSDL, ça ne va pas servir les personnes, ça ne va pas servir les êtres humains, c'est plutôt les machines. Donc, à quoi ça va servir ce WSDL? Après, vous allez voir, c'est l'élément fondamental de la communication du web service, c'est le WSDL. Alors ça va servir à quoi? Donc c'est ce que nous allons voir. Alors maintenant on va passer à l'étape suivante, on va tester le web service. Pour tester les méthodes, on va utiliser un outil qui s'appelle SoapUI, que j'ai installé. Alors quand vous installez SoapUI, donc vous aviez une version open source, il y a une version pro, donc vous installez la version open source, c'est largement suffisante. Alors SoapUI, c'est l'un des outils qui sont utilisés généralement par les entreprises pour tester les web services. Alors je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors avec SoapUI, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... Postman. Oui? Postman. Alors en fait, c'est un peu plus que Postman parce que en fait, SoapUI, il permet de tester aussi bien les web services basés sur SOAP et REST. D'accord? Alors que en fait,
avec par exemple Postman et Advanced REST Client. Il y en a plein. Généralement, il y en a beaucoup qui testent souvent dans la majorité des cas que les web services basés sur RESTful, n'est-ce pas? Donc SOAP UI, donc c'est un peu plus large. Parce que SOAP UI, c'est vraiment le métier de test des web services. C'est-à-dire, on peut même écrire des scripts pour automatiser les tests des web services. Donc, ce qui fait que c'est un outil qui est quand même assez intéressant. Mais ce n'est pas le seul outil que vous pouvez utiliser pour tester le web service. Donc, il y a plein d'outils. Alors maintenant, pour utiliser donc SOAP UI, donc je vais créer un projet, New SOAP Project. Vous avez New SOAP Project, New REST Project. Donc, tout dépend, est-ce que vous voulez tester un web service basé sur SOAP ou bien REST. Alors, pour le moment, nous utilisons du web service basé sur SOAP. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande tout simplement l'adresse où se trouve le web service. L'adresse, c'est l'adresse du WSDL. Donc, vous avez déjà utilisé l'adresse du WSDL qui est publique. Je prends cette adresse-là. Et je la mets ici. Initial WSDL. Alors vous voyez donc ici, donc je mets l'adresse. Là je peux mettre un nom, peu importe. Ici par exemple test 1. Et après vous mettez OK. Alors quand vous mettez OK, il y a quelque chose de très intéressant qui va se faire. C'est que alors, qu'est-ce qui va se passer? Bref, alors quand vous récupérez donc quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que SOAP UI, il envoie une requête HTTP vers le web service, le serveur. Il lui demande, donne-moi le WSDL. Il récupère le WSDL, mais ce WSDL, il va l'analyser, il vous affiche le contenu. Alors, donc, il y a trois méthodes. La méthode conversion redira, si vous faites ici un double-clic, vous allez voir ici la requête SOAP. Alors je vais agrandir encore un peu plus ici. C'est lisible ça? Pour vous? Un peu? Oui, monsieur. Oui, C'est lisible? Évidemment. Voilà. oui, Ok. c'est très lisible. Ah, très lisible. Ok, c'est parfait. Alors maintenant, ici, quand vous faites un double-clic sur ça, ça veut dire que vous voulez tester cette méthode. Alors là, il vous affiche la requête SOAP, le message SOAP que vous voulez envoyer. Vous voyez donc il y a enveloppe, header, body, il y a conversion rediram et après le montant. Ici, vous mettez le montant, par exemple 90, et après vous cliquez sur envoyer. Alors quand quand vous faites ça, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous êtes en train d'envoyer une requête HTTP dont le corps contient un message XML et voilà, vers le web service. Le web service exécute le traitement, il vous retourne le résultat. Et ce que vous voyez là à droite, c'est la réponse SOAP. Et vous voyez ici return égale 990. Donc ça prouve que le calcul, il a bien multiplié par 11. Ça veut dire que la méthode fonctionne bien. Alors je fais la même chose pour getCount. Je fais un double clic ici, getCount, il faut envoyer un code, par exemple 6. Send. Vous voyez donc le résultat retourné. Alors je vois ici donc la return, cette fois-ci la méthode retourne un compte. Vous voyez donc un compte c'est quoi? Il est défini par un code, par la date de création et par le solde. Alors la même chose pour listCount. Alors listCount, il n'y a pas de paramètres. J'envoie la requête. Je vois ici cette fois-ci il me retourne une liste de comptes. Ici il y a 3 comptes. Donc vous voyez donc ici il y a 3 éléments return. Chaque élément return ça représente un compte. Alors vous voyez donc c'est très simple. Donc ici créer le web service. Donc je le teste et on voit bien que c'est quoi une requête SOAP et c'est quoi une réponse SOAP. Alors maintenant, là, ça c'est le principe de base, mais ce que nous allons voir maintenant après, comment créer un client qui consomme le web service. Une application Java par exemple, ou bien une application .NET. Mais avant ça,
je vais d'abord revenir sur le web service. Et donc pour vous rappeler qu'en fait dans l'architecture, voilà ce que nous venons de faire ici. C'est-à-dire nous avons créé un web service, nous avons créé un serveur JAX-WS, nous avons testé avec le browser, donc le WSDL, et nous avons testé les méthodes avec SoapUI, notamment avec SOAP ici, avec le protocole SOAP. Mais il ne faut pas oublier que quand j'envoie une requête avec SoapUI, j'envoie bien du XML, il y a le traitement qui se fait, il y a un résultat que je reçois, et pour retourner par exemple un compte au client, ce compte-là va être sérialisé en XML. Alors, qu'est-ce qui permet de faire la sérialisation XML? C'est JAXB, JAX Binding. Alors maintenant, JAXB dispose d'un ensemble d'annotations. D'abord, JAXB dispose d'un ensemble d'annotations qui vous permet d'annoter les classes de métier de votre application pour indiquer comment vous voulez sérialiser les classes. Alors, vous voyez, pour le moment, on n'a pas utilisé une annotation particulière, mais il y a des annotations de base que vous allez connaître. Parmi ces annotations de base de JAXB, il y a d'abord l'annotation XML root element. Alors, XML root element name égale par exemple, vous pouvez l'appeler par exemple count ou je sais pas quoi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous sérialisez un objet count en XML, il va vous générer un élément XML qui s'appelle count. Et après chaque attribut de votre classe, vous pouvez utiliser ici par exemple soit XML attribute. Alors ça c'est XML attribute. Ou bien vous pouvez utiliser XML element. Alors vous savez, pour représenter dans XML, pour représenter soi-disant un attribut, on peut le représenter soit sous forme d'un attribut XML ou bien sous forme d'un élément. Alors ici, vous pouvez spécifier par défaut, c'est un élément. Si vous mettez rien, c'est element qui va être utilisé. Alors ça veut dire quoi? Bon, on peut voir ce qui va se passer. Alors sauf que les annotations de JAXB, alors il y a une autre annotation que je vais vous montrer ici. Par exemple, si vous souhaitez que un attribut ne soit pas sérialisable, par exemple, vous ne voulez pas sérialiser la date de création, on va utiliser une annotation qui s'appelle XML transient. Donc XML transient, c'est pour spécifier des attributs qui ne sont pas sérialisables. Par exemple, ici, c'est comme si vous dites quand par exemple, je te demande de sérialiser le compte en XML, eh ben, ce n'est pas la peine de sérialiser l'attribut date création. Alors, sauf que quand vous utilisez les annotations JAXB sur les attributs et non pas sur les getters et setters, il faudrait, parce que par défaut, normalement, les annotations JAXB, il faut les placer sur les getters et les setters. Sinon, ils ne vont pas marcher. Alors, si vous voulez les placer sur les attributs, il y a une autre annotation qui s'appelle XML Accessor Type, dans laquelle vous mettez la valeur, soit field. Voilà, ici je mets field par exemple. Alors field, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'indique à JAXB comme quoi les annotations JAXB, je les place sur les attributs, comme ça. Et non pas sur les getters. Bon, généralement, c'est pratique de les placer sur les attributs parce que parfois vous utilisez Lombok. Quand vous utilisez Lombok, ça veut dire que même le code source des getters et setters, ils sont générés automatiquement dans le bytecode. Donc, voilà, donc c'est pour cela que c'est assez pratique de placer les annotations JAXB sur les attributs. Alors si on essaie de réexécuter maintenant notre serveur, bon, il est démarré à nouveau, je vais tester à nouveau. Bon, maintenant le WSDL va changer. Donc ça veut dire qu'il va falloir, si vous appelez d'ailleurs, si vous actualisez là, si vous faites appel au schéma XML, vous allez voir par exemple ici un compte. Un compte, c'est un, vous voyez donc un compte. La structure a changé.
un compte, il contient une séquence d'éléments fils, les solde, parce que solde, je l'ai utilisé comme étant element, c'est un élément, mais le code, c'est un attribut. Je vois également que la date de création n'est plus là, parce qu'en fait, il est transient, donc il n'est pas sérialisable. Alors maintenant, au niveau de SoapUI, je vais à nouveau créer un projet. Je vais charger le WSDL à nouveau, parce qu'en fait, le WSDL a changé. Donc je vais utiliser donc ça c'est test 2. OK. À nouveau, donc il me charge le WSDL et je peux voir ici par exemple quand je consulte un compte, envoyer. Alors regardez ce qui se passe. Alors ce qui se passe, c'est que d'abord vous avez compte, return. Vous voyez donc le code maintenant ce n'est plus un attribut, alors que tout à l'heure plutôt ce n'est plus un élément, c'est un attribut. Vous voyez donc c'est code égale 3 et le sol c'est un élément. Alors là je peux faire ce que je veux. Je ne vois plus la date parce qu'il est tout simplement transient. Est-ce que vous avez compris à quoi servent les annotations? XML element, XML transient et XML attribute. Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair? Ok. Alors en tout cas, donc par défaut, si vous mettez rien, d'ailleurs tout à l'heure on n'a pas utilisé d'annotation JAXB et tout a marché par défaut, donc il utilise, par exemple par défaut c'est XML element, par défaut tous les attributs sont sérialisables. Mais quand vous allez avoir des classes avec des associations, ça c'est très important. Par exemple, quand vous dites un compte, par exemple, un compte suivi des opérations, ça veut dire que dans le compte, vous allez avoir une collection d'opérations. Alors maintenant, si vous voulez qu'il sérialise aussi la liste des opérations, vous ne mettez rien. Mais si vous ne voulez pas qu'il sérialise en XML la liste des opérations, et bien vous mettez XML transient. Voilà, alors ça c'est le test, comment tester un web service. Alors maintenant, nous allons voir comment créer un client Java. Alors pour créer un client Java, pour consommer un web service, on va créer un nouveau projet Java, Java Project. Je vais appeler banque service, plutôt client banque. C'est un simple projet Java. Alors dans ce client-là, tout simplement, je vais utiliser ce qu'on appelle un proxy. Je vais générer un proxy qui va me permettre de faciliter, c'est-à-dire la communication avec le web service. Parce que sinon, il va falloir écrire beaucoup de code dans lequel j'écris des requêtes HTTP, je mets du XML, etc. C'est assez lourd. Alors en fait, avec le WSDL, il y a des outils qui vous permettent, à partir du WSDL, de vous générer ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire un ensemble de classes et d'interfaces qui vont vous permettre de communiquer facilement avec le web service. C'est ce que nous allons faire. Alors si vous travaillez avec Eclipse, vous pouvez créer New Web Service Client. Alors Web Service Client, il est là. Alors en fait, Web Service Client, qu'est-ce qu'il fait? Il vous affiche une interface dans laquelle il vous demande où se trouve le web service. Le web service, vous mettez l'adresse, CTRL-V. Voilà, donc l'adresse du web service, c'est l'adresse du WSDL. Donc, et après vous dites Finish. Alors qu'est-ce qu'il fait en fait? Ce qu'il fait, c'est que il va vous générer dans votre projet un package qui porte le même nom du package du web service, dans lequel vous allez trouver des classes et des interfaces. Alors, vous n'êtes même pas censé savoir ce qu'il y a c'est-à-dire dans ces classes et ces interfaces, mais ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle tout simplement un proxy. C'est un proxy SOAP. Alors maintenant, pour l'utiliser, une fois que vous avez généré le proxy, je vais créer l'application. Alors l'application, je vais l'appeler par exemple client web service.
Ben, je le mets dans un package test avec la méthode main. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, pour faire appel au web service, je sais que moi, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que le client, tout ce qu'il connaît, c'est le WSDL. Il ne connaît même pas où se trouve le web service. Je connais pas Alors, je ne connais pas où se trouve le web service, mais je vais utiliser ce proxy-là qui a été généré à partir des WSDL. Alors, dans ce proxy-là, vous trouverez une classe qui s'appelle Bank Service Proxy. On va l'instancier. Bank Service Proxy. Alors, Bank Service Proxy, là, le proxy égale New Bank Service Proxy. Et bien, tout simplement, pour faire appel aux méthodes, il suffit d'utiliser proxy. Et vous appelez les méthodes. Et vous allez trouver par exemple la méthode conversion euro-dirham. Vous mettez le montant et c'est fait, c'est fait. Alors ici vous faites un try catch, je vais faire close. Alors en fait, si vous exécutez, vous allez voir que votre client va fonctionner. Vous appelez bien la méthode. Vous voyez, donc le résultat c'est 8800. Ça veut dire que la conversion a été bien faite. Je réexécute. Oui, donc ça marche bien. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez bien pour le développeur, j'ai pas écrit beaucoup de code. Je communique avec le web service. Mais en réalité, il faut comprendre ce qui se passe. Alors pour comprendre ce qui se passe, voyons ce slide. Alors ce qui se passe, c'est ça. C'est que c'est-à-dire dans côté, nous avons créé un web service bank service et nous avons créé le client. Alors normalement, le client, pour qu'il puisse communiquer directement avec le web service, normalement il devrait envoyer une requête SOAP. Mais pour envoyer cette requête SOAP, comme c'est trop technique, donc je vais demander un proxy de le faire. Alors le proxy placé côté client, c'est ce qu'on appelle le stab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, s'il veut appeler la méthode, par exemple, conversion, vous utilisez le proxy.conversion ou bien stab.conversion. Donc vous appelez la méthode conversion. Vous demandez au proxy, je veux appeler la méthode conversion. Alors qu'est-ce qu'il va faire le proxy à votre place? Il va envoyer une requête HTTP dans laquelle il y a le message XML. Ça veut dire qu'il va envoyer une requête SOAP. C'est lui qui va faire ça. C'est le proxy qui va envoyer une requête SOAP vers le serveur. Il connaît bien où se trouve le serveur. Pourquoi? Parce que le stab, nous l'avons généré à partir des WSDL. Et dans le WSDL, il y a toutes les informations qu'il faut pour consommer le web service. Donc il va envoyer une requête vers le serveur. Alors au niveau du serveur, qu'est-ce qui va recevoir cette requête? Alors côté serveur, ce qui va recevoir cette requête, c'est le proxy côté serveur, soi-disant. Alors le proxy côté serveur, c'est ce qu'on appelle le skeleton. Ça, c'est des termes utilisés dans les systèmes distribués. Le stab, c'est le proxy côté client. Et le skeleton, c'est le proxy côté serveur. Alors en fait, donc dans notre cas, le skeleton, c'est quoi? C'est JAX WS. Donc c'est-à-dire c'est JAX WS qui va recevoir la requête. Il va faire appel à la méthode. Il va récupérer le résultat. Et le résultat va être envoyé sous format SOAP vers le stab. Et le stab, il va prendre la réponse SOAP, c'est du XML, et après il va faire la désérialisation. C'est-à-dire maintenant XML, il va donner au client, il va lui donner des objets Java. Vous voyez donc d'un côté ici, les objets Java deviennent des données XML, et après de l'autre côté client, les données XML deviennent des objets Java. Bon, c'est la sérialisation et la désérialisation XML. Alors, on va dire que le client et le web service communiquent à travers des intermédiaires, ce qu'on appelle les middleware. On a des intermédiaires. Côté client, c'est ce qu'on appelle un stab, et côté serveur, c'est ce qu'on appelle le skeleton. Bon, ça, c'est des termes techniques utilisés. C'est les mêmes termes qu'on va retrouver sur RMI, sur Corba, sur n'importe quel middleware.
on parle toujours que vous avez un objet qui se trouve dans une machine, peut communiquer avec un objet qui se trouve dans une autre machine. Donc, pour que ces objets-là puissent communiquer d'une manière transparente, ils vont le faire à travers des intermédiaires. Normalement, les intermédiaires, côté client, c'est ce qu'on appelle un stub, et côté serveur, c'est un proxy qu'on appelle le skeleton. Alors, pour comprendre mieux, donc, vous voyez donc dans notre cas, notre client, il y a la classe, notre application qu'on crée. Nous avons généré un proxy qui s'appelle le stub. Et quand vous appelez conversion, vous dites par exemple proxy.conversion, ça veut dire que vous demandez au stub, je veux appeler la méthode conversion. Et le stub, qu'est-ce qu'il va faire à votre place? Derrière, ça vous ne le voyez pas. C'est qu'il va envoyer une requête HTTP avec un message SOAP XML vers le serveur. Alors le serveur, lui, cette requête-là, il va finir par atterrir chez le JAX-WS qui représente le skeleton. Alors skeleton, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, ça c'est du XML, il va faire la désérialisation XML. C'est-à-dire il va lire les données XML et après c'est lui qui va faire appel à la méthode du web service. La méthode du web service s'exécute, il va retourner le résultat, par exemple 121. Et le skeleton va encore prendre ce résultat-là, il va le sérialiser en XML dans une réponse SOAP. Ça devient du XML. Et le stub, il récupère donc la réponse SOAP et après il va désérialiser donc les données. Donc ça veut dire qu'il va prendre le XML, il va vous retourner. Vous voyez donc ici la communication, ça c'est le réseau. La communication c'est HTTP plus XML. Et le stub, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ces données XML. Il va faire la désérialisation, il va retourner au client le résultat. Vous voyez donc le résultat retourné par le web service là, il finit par arriver vers le client. Mais finalement, ce résultat-là, il traverse quoi? Il traverse des systèmes hétérogènes, il traverse tout un réseau complexe. Donc ces données-là, ils vont être sérialisées en XML, ils sont transportés par HTTP, ils arrivent côté application. Côté application, on va encore faire la désérialisation XML pour retrouver donc ces données. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, ok. Oui, monsieur, c'est clair. Alors maintenant, ici, comme j'ai appelé la méthode conversion, je peux maintenant appeler la méthode getCount. Je vais déclarer un objet count égale proxy point getCount. Le compte par exemple 3. Alors après, il faut se poser la question, mais cette classe count là que vous voyez là, il ne provient d'où? Mais je ne l'ai pas créé, parce que je suis dans un autre projet. La classe count que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec la classe count qui a été créée au niveau du web service. Parce qu'il se peut que la classe count créée dans le web service, ça peut être du PHP, alors que ça c'est du Java. Alors vous voyez donc la classe count également, elle a été générée ici. Vous voyez donc il y a une classe count qui a été générée dans le proxy. Si vous regardez le contenu, vous allez trouver, c'est une classe qui contient le solde et le code. La date de création, il n'est pas là. Alors pourquoi? Parce que nous avons spécifié XML transient. Ça veut dire que dans le schéma XML, dans le WSDL, la date de création n'existe pas pour le client. Ça existe pour le web service, mais ça n'existe pas pour le client. OK? Oui. Alors ici donc j'ai vous voyez donc j'ai le compte. J'appelle la méthode getCount, il récupère du XML, il va le désérialiser dans le compte et après j'affiche les informations sur le compte. Le code égale par exemple count.getCode et j'affiche getSold. Alors de la même manière, donc je peux récupérer une liste de comptes. Alors sauf que ici donc le proxy. Alors maintenant là nous avons généré un proxy. On n'a pas trop parlé de ça,
Mais sachez que donc il existe plusieurs librairies qui permettent donc de créer des proxys pour les web services. Alors parmi les librairies, il y a une librairie qui s'appelle Axis. De Apache. Alors en fait justement c'est ce qui est utilisé ici. Donc quand nous avons généré donc la librairie, vous regardez les librairies référencées, vous allez voir que Eclipse a ajouté déjà à votre projet. C'est Axis. Ça veut dire que si vous regardez bien le contenu de Bank Service Proxy, vous allez trouver donc ici, vous allez trouver donc des classes qui font partie de la librairie Axis. Bon, vous voyez tout ce code-là, ici, c'est du Axis. Alors, sauf que, donc, mais il n'est pas, c'est pas la seule, c'est-à-dire, ce n'est pas la seule librairie qui permet donc de traiter le cas du web service. Ben, il y en a d'autres que vous pouvez utiliser, mais avec Axis, généralement, quand vous avez une liste, ça devient un tableau. Donc, c'est-à-dire ici, pour récupérer la liste, ne pas utiliser une liste, mais plutôt c'est un tableau de compte. Donc, c'est proxy. Alors, si vous voulez ce proxy-là, je peux l'appeler stab. Point list count. Donc ça c'est, vous voyez donc c'est une liste, c'est un tableau. Et après je vais parcourir les comptes et je les affiche. Pour chaque compte CP de la liste des comptes, je vais afficher les informations sur le compte. Alors ici c'est cp.getCode, cp.getSort. Ça c'est compte. Voilà. Alors j'exécute. Vous voyez bien que j'arrive à avoir donc le compte, la liste des comptes, etc. Alors bref, donc il faut bien comprendre ici, j'écris pas beaucoup de code. Je communique avec un web service. Alors quand vous dites là, ça c'est le proxy, c'est ce qu'on appelle un stab. Et quand vous dites stab.conversion, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes en train de faire appel à la méthode conversion qui se trouve dans un objet. Ce n'est pas dans cette machine. Je suis en train d'appeler une méthode qui se trouve dans un objet qui se trouve dans une autre machine. Ça s'appelle bien l'invocation à distance. J'invoque la méthode d'un objet, d'un web service. Et un web service, c'est un objet qui se trouve quelque part. Donc ici, donc, c'est bien derrière cet appel-là, il y a tout ce que vous avez appris dans les sockets, le server socket, input stream, output stream. Alors tout ça, c'est derrière. Il y a SOAP. Donc vous voyez bien, ça c'est de la communication réseau. C'est vraiment, vous êtes en train de créer une application qui communique avec une autre application qui se trouve dans une autre machine. C'est de la programmation réseau, mais à travers le protocole SOAP. Donc vous avez l'impression que vous êtes en train d'appeler des méthodes qui se trouvent dans la même machine. Alors si vous exécutez, ça marche. Mais si j'arrête le serveur, JAX-WS, j'arrête le serveur, alors si vous exécutez le client, ça ne marchera jamais. Vous voyez donc il tente de se connecter, ben après il vous dit que un problème de connexion. Parce qu'en fait, pour faire appel à cette méthode-là, ben, il envoie une requête vers le web service. Donc il faut faire attention parce que quand vous exécutez le client d'un web service, il faut s'assurer que le web service lui-même est démarré. Parce que sinon la communication ne va pas se faire. Parce que tout ça c'est une communication synchrone. Alors je redémarre mon serveur et j'exécute le client. Alors là, ça marche. Alors voilà, donc je viens de vous montrer comment créer un web service, plutôt un client
qui permet de consommer le web service avec Java, et dans lequel nous avons utilisé un proxy basé sur Axis. Mais il y a également moyen de créer un proxy basé sur JAX-WS. Donc il existe plusieurs techniques. Alors peut-être à la fin de la démo, je vais vous montrer en quelque sorte comment faire ça autrement avec un proxy JAX-WS. Parce que quand même un proxy Axis, il vous oblige d'ajouter des librairies ici. C'est Axis. Mais un proxy basé sur JAX-WS donc utilise quelque chose qui fait partie de Java. C'est-à-dire ça peut être plus intéressant si vous voulez à utiliser. Mais avant de vous montrer comment utiliser donc un proxy basé sur JAX-WS au lieu de basé sur Axis, je vais d'abord faire la même chose avec .NET. Donc je vais créer un client .NET. Alors je vais lancer Visual Studio. Bon, je viens d'installer la version 2019. Donc j'espère que... Alors je vais créer un projet. Alors je vais créer un simple projet console .NET. Je ne vais pas utiliser .NET Core. Un projet console .NET. Celui-là. Console. Voilà. Je crée le projet, bon, peu importe, je lui donne un nom, créer, et vous allez voir, c'est juste en 2 minutes, pas plus. Alors, donc j'utilise donc C# comme langage. Alors ici donc une application .NET basée sur C#, vous voyez donc c'est presque une application Java ici. Ici, la même chose. Donc je veux créer, donc je reviens là. Oui, donc j'ai fait tout ça. Maintenant, je suis en train de créer un client .NET. La même chose. Le client .NET, il va communiquer avec le web service via le protocole SOAP. Mais pour cela, on va générer un proxy. De la même manière. Alors, pour générer un proxy pour .NET, donc je vais vers les références ici du projet. Je vais ajouter une référence vers un service. Ben, la même chose, vous avez une fenêtre. Il va vous demander le WSDL. Je prends l'adresse du WSDL. Je la mets ici, CTRL V. Allez, go. Alors, il envoie la requête, il récupère le WSDL. Ben, il vous donne, voilà l'interface du WSDL, voilà les méthodes qui existent. Il vous génère un namespace qui s'appelle service référence 1, vous pouvez le changer. Et après, il vous génère le proxy. Alors maintenant, pour utiliser ce proxy-là, on va utiliser juste service référence 1, point. Et vous allez trouver une classe qui s'appelle bank service client. Alors, le stab, le proxy, égale new, tabulation, bank service client. Et après, je vais commencer à appeler les méthodes. Je vais utiliser PyConsole.WriteLine. Ici, je vais faire la conversion. Donc, c'est-à-dire stab. Et j'appelle la méthode conversion. On redira 90. Je veux appeler la méthode getCount. Dans service référence 1, j'ai une classe qui s'appelle count. Vous voyez, donc il a été généré. Égale stab.getCount avec le code. Et là, j'affiche les informations sur ce compte. Donc, write line. Donc, ça, c'est le code de point. Alors, cp.code. En fait, dans .NET, il utilise les propriétés, donc c'est pas des getters, donc c'est la même chose, .code. Et je fais la même chose pour le solde. Je récupère également la liste des comptes, service référence 1, point, c'est un tableau, égale stab.getCount.
list count et je vais faire un for each par exemple. Alors pour chaque compte CP dans la collection compte, j'affiche les informations sur le compte. Alors ici, donc je vais mettre C. Alors le code c'est c.code, c.sort. Un séparateur. Et j'exécute. Juste à la fin, je vais faire un console.readline pour bloquer la console pour voir le résultat. Alors j'exécute. Alors si tout se passe bien, vous allez voir que votre application va communiquer également avec le web service qui est cette fois-ci développé avec un autre qui est développé avec Java. Vous voyez donc la console, là, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors je vais agrandir la taille des caractères, comme ça vous pouvez voir mieux. Voilà. Vous voyez bien, il y a la conversion. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça se passe quelque chose de très intéressant. C'est que ici, je suis bien alors vous voyez donc le client, la même chose. Ben, il appelle le proxy va envoyer la requête SOAP. Côté serveur, c'est du Java, on fait les traitements, on récupère des résultats et ces résultats là on va les envoyer au client format XML et à nouveau le proxy il va faire la désérialisation. Ici donc il y a un objet compte Java qui devient du XML et ces données XML devient un objet compte mais cette fois-ci .NET C#. Vous voyez, c'est donc avec ça on peut montrer que avec les web services, on peut bien régler le problème de l'hétérogénéité des langages et des plateformes. Je ne sais pas si vous avez compris le principe. C'est clair? Merci. Alors, au niveau des codes, vous allez voir que le code que je viens d'écrire ici sur .NET, c'est le même. Bon, c'est pareil. Ça c'est Java, c'est l'autre c'est C#, c'est le même principe, mais l'idée c'est quoi? C'est que vous avez plusieurs applications et vous allez voir dans la suite du support et des démos vidéo, vous trouvez également pour le cas de PHP, c'est un peu différent avec PHP parce que lui il fait un accès dynamique, parce que PHP c'est pas un langage compilé, c'est un langage qui est dynamique, mais vous allez voir que c'est toujours pareil, c'est très simple de faire la même chose. Voilà, alors donc je crois que j'ai fait l'essentiel concernant les web services basés sur le protocole SOAP. Ce que je vous disais tout à l'heure, juste pour le proxy, au lieu d'utiliser un proxy que je peux supprimer ici. Donc je vais supprimer ça. Delete. Delete. Alors ça, je supprime tout ça. CTRL-X. Je supprime tout. Alors ces librairies là qui ont été ajoutées, je vais les supprimer également. Voilà, bon, j'ai un simple projet Java. Donc je veux accéder au web service, mais cette fois-ci d'une autre manière différente. Alors en fait déjà, SOAP UI, si vous remarquez bien dans SOAP UI, vous avez des outils, tools. Vous voyez donc il vous dit ce qu'on appelle voilà, JAX-WS Artifacts. Donc là, il vous permet également de générer un proxy JAX-WS. Mais pour JAX-WS, en fait, on peut le faire directement sur ligne de commande.
pour le faire sur ligne de commande, si je me rappelle bien, alors contrôle, console, terminal, contrôle terminal. Voilà, sur terminal directement ici. Alors pour le faire sur ligne de commande, vous avez un outil qui s'appelle WS Import, qui fait partie de Java. Voilà, il est là. Mais ça suppose que la variable d'environnement path, bien sûr, inclut le chemin du GDK. Donc parmi les outils, si vous voulez, qui sont fournis par Java, il y a d'ailleurs plein d'outils qui sont très utiles. Alors Java, dans bin, vous allez trouver WS Import, il est là. Il y a WS Gen, WS Import. Alors ici donc, pour WS Import, on va utiliser WS Import. Alors WS Import moins S point moins source. Je lui demande de me stocker le code source dans le dossier courant. C'est-à-dire le code source, il va le stocker dans le dossier src ici. Et directement, je peux mettre l'adresse du WSDL. HTTP, je crois, c'est ça. Donc c'est localhost. Le port c'est 86 banque WS point d'interrogation WSDL. Donc ça veut dire WSDL import, vous lui donnez l'adresse du WSDL, il envoie la requête, il récupère le WSDL, ben, il vous génère le proxy. Vous voyez, donc il est en train de le faire. Vous voyez, il a analysé le WSDL, il a généré le proxy. Et si vous faites ici actualiser, refresh, vous allez trouver, vous voyez, il vous génère un proxy. Alors, sauf que ce proxy-là qui a été généré ici, ben c'est un proxy JAX WS. Il n'y a pas de Axis, il n'y a même pas de librairie. Pourquoi? Parce qu'il utilise juste ce qui est fourni dans Java, ce qui est plus intéressant. Alors si vous avez donc ce proxy là, on va créer à nouveau le client pour le tester. Alors je vais l'appeler client web service. Alors je le mets dans le package de... Pour ne pas le mettre dans le même package, se trouve le proxy. Il est là. Alors maintenant, le code du proxy va différer. Donc, parce que je vais utiliser l'interface du web service. C'est banque service. Ça, c'est stab égale new banque service. Vous allez trouver une classe qui s'appelle banque service. Banque service. Banque service, ça c'est le nom du web service. Vous appelez une méthode qui s'appelle getBankServicePort. Voilà. Alors vous voyez donc tout à l'heure c'est new bank service proxy. Ça c'est Axis. Mais pour un proxy JAX WS, donc c'est comme ça. Et après vous faites la même chose. Prenez le même code, CTRL V. Ben, j'ai toujours le même code ici. Je supprime ça. Oui, donc j'appelle la méthode conversion. La méthode compte, je vais l'importer. Elle est importée, elle est là. Là, c'est la même chose. Là, vous voyez donc c'est différent parce qu'avec ce proxy-là, maintenant ce n'est plus un tableau, c'est une liste. Une liste de comptes. J'ai la liste, je parcours et j'affiche.
J'exécute. Et vous voyez donc, c'est plus rapide encore que Axis. Parce qu'en fait, Axis, c'est un ancien... Donc, juste, surtout, c'est Axis 1 qui est utilisé, donc c'est un peu trop lourd par rapport... C'est une ancienne librairie. Donc, ça veut dire que si vous voulez créer un proxy, par exemple, pour un web service JAX-WS, bon, vous n'avez pas besoin d'une librairie particulière. Vous pouvez utiliser WS Import et vous pouvez générer le proxy. Alors après, bon, les IDE, donc si vous regardez par exemple, si vous travaillez avec IntelliJ, donc ou bien NetBeans, ou quand vous créez un proxy pour le web service, ici quand vous créez le proxy, normalement, alors par défaut sur IntelliJ, il vous donne ça. Il vous donne un proxy JAX-WS. Donc ce qui fait qu'il faut juste le savoir. Alors que Eclipse, par défaut, il vous donne un proxy basé sur Axis. Même dans Eclipse, vous pouvez spécifier dans le paramétrage, mais en tout cas, donc, il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées. Voilà. Alors, donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, il restera donc dans vos supports. Je ne vais pas traiter le cas de PHP ici. Alors, dans votre support, vous allez trouver comment créer un client PHP, parce qu'en fait, c'est des scripts PHP que vous allez écrire, il n'y a pas de proxy à générer. Pour montrer comment, donc il y a un client qui s'appelle SOAP Client. Il y a une classe SOAP Client dans PHP qui vous permet tout simplement de communiquer avec un web service, d'envoyer des requêtes et de recevoir des réponses. Et après, donc tout ça, c'est très basique, c'est très simple. Voilà, alors ça c'est en quelque sorte un panorama donc, de ce qu'il faut connaître sur les web services basés sur le protocole SOAP. Bon, la prochaine fois, nous allons aborder les web services basés sur RESTful, qui seront encore plus utilisés pour vous dans les applications futures. Mais ce que vous venez de voir ici, donc c'est quelque chose d'extra important pour comprendre la logique des systèmes distribués. Alors, le problème qu'on vient de résoudre là, on peut le faire avec Iremi, on peut le faire avec Corva, on peut faire également d'autres middleware, mais la particularité des web services, comme vous pouvez le constater, c'est que faire communiquer les applications d'une manière transparente. Donc, le développeur, vous voyez donc déjà, en résumé, en termes de code, pour créer un web service, en résumé, regardez, c'est pas beaucoup. Alors, il est où le web service? Alors, pour créer un web service, c'est une classe avec des annotations web service, web méthode, web param. Rien de spécial. Pour déployer le web service, vous créez un serveur JAX-WS. Donc, c'est endpoint.publish, c'est pour publier. Et si vous voulez donc créer un client, donc vous voyez, donc il n'y a pas beaucoup de code. Pour le client, vous avez, voilà, il faut générer un proxy, vous commencez à faire appel au client. Donc avec ça, vous pouvez créer des applications réseau, des applications distribuées. Donc tout ça, ça vous permet de masquer la complexité de la programmation réseau avec les sockets. Voilà. Bon, en principe, j'avais prévu également le dernier point pour vous montrer comment déployer un web service dans un projet Spring. Mais je pense que je vais vous le montrer la prochaine fois parce que là, j'ai déjà débordé au niveau du temps.